Nous avons vu quels sont les principes généraux relatifs à l'application du droit international. Il faut maintenant s'attacher à cette situation qui reste une situation exceptionnelle, quoique de plus en plus fréquente, celle du procès. Chapitre 2. Les procédures juridictionnelles. La juridiction internationale est d'abord une juridiction, c'est-à-dire un organe identifié par la théorie classique des trois éléments. Une juridiction applique le droit pour trancher un différend avec une décision obligatoire. Donc trois éléments, le différend, l'application du droit, la décision obligatoire. La pratique exige bien évidemment que ces trois éléments ne soient pas réunis fortuitement, mais que ça soit bien la fonction qui a été dévolue à l'organe. L'organe avait le devoir, avait la mission, c'était son office, d'appliquer le droit pour trancher un différend par une décision obligatoire. Vous voyez l'arrêt rendu en 2001 par la Cour internationale de justice de l'affaire de la délimitation entre Qatar et Bahreïn. La juridiction, identifiée ainsi de façon assez classique par le droit international, doit être une juridiction internationale, pour qu'on parle de procès international. Et ici, il faut distinguer les juridictions internes des juridictions internationales, et ce n'est pas chose simple. Historiquement, on pouvait le faire aisément par le critère des parties. On disait que la juridiction internationale est une juridiction interétatique, une juridiction qui jugeait les litiges entre États. Mais aujourd'hui, les litiges entre États, les litiges interétatiques, ne sont qu'une infime partie du contentieux international. Dans le domaine des droits de l'homme, dans le domaine des investissements, en droit européen, la majorité des litiges internationaux ne sont pas interétatiques. Le critère du droit applicable est assez difficile à utiliser lui-même, car le juge interne applique le droit international à chaque fois que nécessaire, et le juge international applique le droit interne à chaque fois que le droit international renvoie au droit interne. Et donc il peut arriver que l'un et l'autre appliquent des règles qui leur sont extérieures. En réalité, la juridiction internationale se caractérise par le pouvoir qu'elle exerce, c'est-à-dire le pouvoir international de juger. Et donc sa caractéristique ultime, pratique, c'est l'autorité internationale de la décision. Parfois, la qualification est facile à aiser lorsque un traité crée une juridiction internationale, comme la Cour internationale de justice ou la Cour européenne des droits de l'homme. On voit que le traité donne directement le pouvoir de juger et garantit l'autorité de la décision. Parfois, les choses sont plus complexes, comme dans l'arbitrage relatif à l'investissement, où il peut arriver qu'un traité et un contrat soient réunis pour attribuer le pouvoir de juger. Même en droit européen, il arrive qu'un contrat conclu par la Commission vienne étendre, par une clause compromissoire, le pouvoir de juger de la Cour de justice de l'Union européenne, du juge de l'Union européenne. Donc on voit dans ces hypothèses que le pouvoir de juger vient à la fois d'actes internes et d'actes internationaux. Il faut donc analyser l'opération dans son ensemble pour voir si l'autorité de la décision et le pouvoir exercé sont effectivement des pouvoirs de droit international. Alors, la juridiction internationale ainsi définie, elle se définit d'abord par le pouvoir qui est exercé, la juridiction internationale au sens matériel, et puis par la façon dont il est exercé, c'est la procédure internationale, le procès. Ce sont les deux aspects auxquels il faut désormais s'attacher. Section première, la juridiction internationale. Avant de voir l'étendue de la juridiction internationale et la recevabilité des requêtes qui sont portées devant elle, il faut s'attacher à l'attribution de la juridiction internationale, car la juridiction internationale est toujours attribuée par un acte, paragraphe premier, l'attribution de la juridiction. Alors l'attribution de la juridiction suppose un acte qui opère la dévolution du pouvoir de juger, c'est l'engagement juridictionnel, mais également l'existence et l'organisation d'un organe prêt à recevoir ce pouvoir de juger, c'est la question de l'organisation juridictionnelle proprement dite, grand A, l'organisation juridictionnelle internationale.
L'organisation juridictionnelle internationale résulte du concours de plusieurs actes, certains actes qui organisent des procédures arbitrales et d'autres qui organisent des procédures judiciaires. L'articulation entre les deux étant fondée sur la spécialité des procédures. Les organes arbitraux sont extrêmement variés. Il peut s'agir d'un roi, jadis surtout, nommé comme arbitre, ou d'un expert, d'un arbitre unique ou d'un tribunal arbitral, la figure du tribunal arbitral de 3 membres étant la plus fréquente. Il peut s'agir d'un arbitrage ad hoc ou d'un arbitrage administré par une institution, on parle alors d'arbitrage institutionnel. Donc cette grande variété et cette très grande vitalité de l'arbitrage en droit international, vitalité liée au fait aussi que l'arbitrage peut toujours être utilisé en droit international. Il n'y a guère de matière qui serait judiciaire par nature. Le principe général est que tout peut être arbitré en droit international. Ce qui en explique la vitalité de l'institution. Or, un des éléments clés dans l'arbitrage international, lorsqu'il est organisé, c'est l'hypothèse où il est prévu en amont, lorsqu'on prévoit l'arbitrage avant le litige. Et dans cette hypothèse, le grand enjeu pour ceux qui choisissent l'arbitrage, c'est de trouver un système pour éviter les blocages dans la constitution du tribunal. Et dans cette hypothèse, si les parties qui souhaitent recourir à l'arbitrage veulent éviter les difficultés, veulent éviter le blocage, il faut qu'ils organisent la constitution automatique du tribunal, en prévoyant qui nomme les arbitres et en prévoyant surtout des délais à partir duquel, face à une situation de défaillance dans laquelle on ne nomme pas un arbitre ou le président du tribunal, on puisse s'adresser à une autorité qui se substituerait aux parties défaillantes, à une autorité de nomination, et qui permettra ainsi la constitution automatique du tribunal malgré la résistance des parties. C'est tout le génie de l'arbitrage obligatoire, qui est obligatoire parce qu'il est prévu à l'avance, même si il est fondé sur cette volonté initiale des parties. Pour régler la difficulté dans la pratique arbitrale, les parties peuvent aussi se référer à des procédures qui sont déjà organisées et qui permettent, elles, des solutions, qui ont déjà élaboré des solutions pour éviter les blocages. On peut notamment mentionner, dans le domaine de l'investissement, le succès des procédures CIRDI ou des procédures CNUTSI, qui, elles, comportent des mécanismes pour nommer les arbitres face à la résistance d'une des parties. Les organes judiciaires internationaux, eux, sont tout aussi variés et ils sont en général créés par un traité international. La Cour internationale de justice a été créée par la Charte de San Francisco. La Convention de Rome a créé la Cour européenne des droits de l'homme. Le traité de Rome, la Cour de justice de l'Union européenne. La Convention des Nations unies sur le droit de la mer a créé le Tribunal international du droit de la mer, etc. C'est normalement un traité. Le statut de Rome a créé la Cour pénale internationale, c'est encore un traité. C'est normalement un traité. Dans des cas exceptionnels, une résolution d'une organisation internationale peut, elle aussi, créer un tribunal. Il s'agit de l'hypothèse des tribunaux de la fonction publique internationale, qui peuvent être créés par l'organe à compétence générale de l'organisation. Par exemple, le tribunal administratif des Nations Unies a été créé par l'Assemblée générale des Nations Unies. Ou alors, l'autre hypothèse, hypothèse extrême, c'est l'hypothèse où le Conseil de sécurité impose une solution juridictionnelle et crée un tribunal ad hoc. Il l'a fait dans le domaine répressif, avec notamment les exemples du tribunal pénal pour l'ex-Yougoslavie et du Rwanda, créés par des résolutions du Conseil de sécurité. Pour le reste, l'organisation des juridictions internationales est extrêmement variée. Les juridictions régionales, comme les juridictions européennes, sont en général, la Cour européenne des droits de l'homme ou la Cour de justice de l'Union européenne, sont en général des juridictions très interétatiques. Chaque État a, entre guillemets, son juge, un juge par État. Alors que, à l'opposé,
les juridictions administratives, les tribunaux administratifs des Nations Unies, de l'Organisation internationale du travail, ou de la fonction publique européenne. Ces juridictions administratives sont en général des juridictions à composition dite intégrée, quelques juges, un faible nombre, et désignés sans considération de nationalité. Entre ces deux modèles, le modèle administratif qui est le plus proche du droit interne et le modèle régional européen qui est très interétatique, les juridictions à compétence universelle comme la Cour internationale de justice ou de façon différente la Cour pénale internationale essaient de refléter les grandes traditions juridiques du monde, c'est-à-dire plus concrètement, dans le cas de la Cour internationale de justice notamment, les grands équilibres géopolitiques, car il y a 15 juges à la Cour internationale de justice, et ils ne peuvent évidemment qu'être un échantillon représentatif de la société internationale, mais d'abord du pouvoir au sein de la société internationale. Et l'étude de la composition de la Cour internationale de justice le montre. De cette coexistence entre arbitrage et juridiction judiciaire, il résulte une organisation juridictionnelle internationale complexe, qui est le résultat de la spécialité de ces procédures. Ces procédures coexistent, arbitrage et règlement judiciaire. Elles sont juxtaposées, il n'y a pas de subordination d'une juridiction à l'autre. La Cour internationale de justice n'est pas un organe suprême, même si elle jouit d'une autorité scientifique, juridique, particulière, morale, si l'on veut, mais ce n'est pas une instance de recours, même si dans la pratique, on peut, la pratique a montré qu'on pouvait lui soumettre la validité des sentences arbitrales. Mais elle n'a pas une fonction de recours contre les décisions des autres juridictions internationales en général. Ce n'est pas un juge suprême comme le sont les juges suprêmes nationaux. Et donc, le résultat est une juxtaposition avec cet organe à compétence générale, qui est la Cour internationale de justice, mais elle est limitée aux États, limitée aux affaires interétatiques, et puis des juridictions spécialisées, le Tribunal international du droit de la mer pour le droit de la mer, les juridictions relatives aux droits de l'homme pour les droits de l'homme, avec des juridictions régionales, comme la Cour européenne, la Cour interaméricaine, la Cour africaine, et des procédures internationales générales, comme le Comité de droits de l'homme pour le Pacte des Nations Unies de 1966. Il y a des juridictions en matière économique, une juridiction générale pour le pour le droit des échanges au niveau universel, une procédure générale au sein de l'OMC, avec l'organe de règlement des différends de l'OMC, et puis des procédures régionales avec la Cour de justice de l'Union européenne, les procédures de l'ALENA en Amérique du Nord, etc. Dans le domaine de l'investissement, en revanche, c'est l'arbitrage qui est privilégié par rapport aux solutions judiciaires, du moins à l'état actuel du développement du droit international. Dans le domaine pénal, l'histoire du droit international était celle de juridictions ad hoc, auxquelles se substitue désormais la Cour pénale internationale. Et pour terminer, dans le domaine, on peut évoquer le domaine de la fiscalité, qui est confié à des procédures amiables, ou encore le domaine de la justice administrative, qui est confié à des tribunaux administratifs des organisations internationales pour l'essentiel du contentieux. Voilà donc un tableau qui est fait de juridictions multiples et juxtaposées, et qui sont toutes en réalité spécialisées, et donc au moins formellement sur un plan d'égalité.